On a des amis, on a des partenaires, mais il faut commencer par compter sur soi-même. Parce qu'en définitive, quand certaines situations difficiles arrivent, tu ne vois que toi-même dans le miroir. Donc pour que les autres puissent venir t'aider, il faut que le premier pas là soit fait par soi-même. C'est ça l'AES, en se disant que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent travailler ensemble, peuvent trouver des solutions. Pourtant, tout le monde s'est levé partout, sur les télévisions internationales, vous avez entendu partout, 3 pays pauvres qui se mettent ensemble, pays enclavés, tous les négatifs ont été mis en avant. Mais c'est là le problème de confiance en soi devient important, parce que quand tu commences à écouter ceci, tu ne vas pas bouger. Or, nous savons que ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, le peu de moyens que le Mali a, le peu de moyens que le Burkina a, le peu de moyens que le Niger a, mais en les mettant ensemble, on voit le résultat sur le terrain. Parce que le problème n'est pas une question de moyens, le problème c'est une question d'approche. Nous avons décidé que s'il y a une menace au Burkina, c'est une menace pour le Mali, c'est une menace pour le Niger. Ça déjà c'est une force. Donc il ne faut pas que les gens nous amènent à penser ceci. Donc pour nous, c'est de dire qu'on n'attend plus que l'aide vienne d'X, Y, mais l'aide viendra peut-être de Ouagadougou, de Niamey, de Dori, de Bobo Dioulasso. Donc ça déjà, je pense que c'est un changement de mentalité. Et nous voyons que si le Mali a un hélicoptère, le Burkina a un hélicoptère, le Niger a, si on met ensemble, on a déjà 3 hélicoptères. Donc je pense que la mutualisation de nos efforts, et surtout ce qui est important, c'est la sincérité dans les relations. Donc je pense que ça, c'est vraiment un changement de paradigme, parce que chaque fois que nos pays ont eu des problèmes, on voit ici en Afrique, je vais venir aussi pour en parler dans les conclusions, chaque fois qu'il y a des problèmes, on attend l'aide de l'extérieur. Or, une aide n'est jamais dénuée d'arrière-pensée. Quelle que soit la justesse ou les bonnes foi de ces acteurs. Donc, je pense que l'AES est une dynamique importante par rapport à cela, parce que nous avons dit que ce n'est pas de l'arrogance de dire qu'on a besoin de personnes aussi. Ce n'est pas le cas. On a besoin d'autres, mais ce besoin-là doit se situer par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AES, nous avons aussi le courage de dire non, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un paye un chèque qu'on va le suivre. Si ton chèque ne va pas dans la direction que nos pays ont définie, si ton appui ne vient pas aider nos armées dans le cadre de la vision stratégique que nous avons définie pour nos armées, mais nous avons le courage de dire non, merci. Y compris dans la région, pour des États autour de nous qui veulent nous dicter des choses d'une certaine façon, on doit pouvoir dire non. Donc, je voulais vous dire que je ne veux pas parler du Sahel aussi de façon générale. Je voudrais vous amener aussi à l'AES pour que vous compreniez pour nous les changements au Sahel, c'est un peu aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'AES. Pour la sécurité, travailler ensemble, mutualiser nos efforts, parce que l'armée est d'abord bâtie sur la confiance. Je ne veux pas permettre à ton armée de faire 1 mètre sur mon territoire si je n'ai pas confiance en soi. Et aujourd'hui, nos armées travaillent à un niveau d'intégration que vous ne pouvez pas soupçonner. 2, aujourd'hui, notre action diplomatique, elle est harmonisée. Elle est partagée, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se met ensemble pour pouvoir travailler ensemble et parler d'une seule voix. Et le 3e, c'est l'aspect développement économique. Parce que nous sommes conscients que les réponses ne peuvent être apportées que si nous travaillons à renforcer l'intégration économique, les projets structurants, créer un espace où nos populations peuvent se déplacer et faire des affaires ensemble. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est l'appropriation nationale. L'AES, c'est l'appropriation au niveau régional, mais c'est l'appropriation nationale. L'appropriation nationale, pour nous, au Mali, est fondée sur 3 principes clés qui ont été aujourd'hui constitutionnalisés. Le respect de la souveraineté de nos pays, le respect aussi des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Et comme je l'ai indiqué, pour des pays comme le Mali, nous n'avons pas mis en avant ces principes juste de façon théorique, parce que ces principes ont une conséquence. Que notre gouvernement, notre chef d'État, notre pays, nous avons décidé d'assumer. Si vous voyez les problèmes, les crises que nous avons, ou les tensions avec les uns et les autres, c'est chaque fois qu'il y a eu déviation par rapport à un de ces principes où nous devrions nous assumer et où nous nous sommes assumés, parce que s'assumer aussi a des conséquences. Beaucoup de formes de conséquences. Donc chacune de ces lignes
Si j'ai le temps, je peux venir, mais je crois que c'est ça. Parce que si on parle même de souveraineté, les gens pensent oui, mais pourquoi on est encore en train de parler de souveraineté? Parce qu'il y a beaucoup qui ont nié notre faculté, notre capacité à pouvoir décider pour nous-mêmes. Donc, mettre les principes en avant, c'est important, mais dans le cadre de l'appropriation, il faut que nos pays, nos États, nos populations puissent aussi dire non si nous estimons que ce que vous voulez faire avec nous ne va pas dans le sens que nous souhaitons, parce qu'une amitié aussi, c'est beaucoup la sincérité aussi par rapport à cela. Donc, la mise en œuvre donc, de ces différentes stratégies, y compris l'appropriation et la définition de nos priorités, m'amène au 4e point de mon intervention, qui est la reconfiguration de la coopération internationale. Cette reconfiguration commence, comme je l'ai indiqué, sur la base de nos 3 principes que nous avons mis en avant. Jusque-là, naturellement, la coopération internationale ou la coopération avec les pays du Sahel ou la coopération avec le Mali a été basée sur ce qu'on appelle l'aide au développement, que je voudrais mettre entre guillemets parce que je n'aime pas tellement répéter ce thème, parce que si je veux le développer aussi, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que c'est une aide vraiment? Est-ce que cette aide conduit au développement? Est-ce que c'est le développement l'objectif de cette aide? Donc, il y a toutes ces questions que je voudrais que vous puissiez nous aider à pouvoir répondre également. Et aussi, quand on fait une analyse des chiffres récemment publiés par l'OCDE, parce que l'aide au développement, entre guillemets, sa contribution est minimale par rapport aux besoins de développement des pays comme le Mali, aux besoins de développement du Sahel, même aux besoins de développement de l'Afrique dans son ensemble. Mais si elle était utilisée de manière judicieuse, elle peut créer un effet catalytique pour pouvoir se... Mais on ne peut pas se développer sur la base de l'aide. On peut pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas. Mais quand on regarde l'aide au développement elle-même, l'OCDE, dans ses chiffres, indique qu'en 2023, toute l'aide au développement au plan mondial était de 223 milliards de dollars. Et ce chiffre masque en réalité trois réalités. Un, c'est que 10% de cette aide va directement à l'Ukraine, à elle seule. Deuxième élément, ce chiffre comprend des contributions aussi qui vont aux organisations internationales. Et 3, 17 des 36 pays donateurs ont récemment diminué leur aide de façon globale. La part qui est consacrée dans ces 237 millions, c'est 42 milliards qui vont à l'Afrique. Et dans ces 42 milliards, c'est 36 milliards qui vont directement à l'Afrique subsaharienne. Et tous ces montants sont inférieurs à nos besoins de développement et aux besoins de financement de nos économies. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'on appelle l'aide au développement, il faut parler aussi d'investissement, de financement, y compris l'investissement direct étranger. Mais aussi, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est la mobilisation des ressources internes dont nos États ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on prend que le cas du Mali, plus récemment, avec les changements qu'il y a eu au niveau du code minier, on s'est rendu compte qu'il est possible de générer beaucoup de ressources internes. Si un pays comme le Mali aujourd'hui contrôle l'ensemble de son territoire national avec des postes douaniers un peu partout, un contrôle effectif, on peut générer aussi beaucoup de ressources pour nos pays. Si nous utilisions la digitalisation aujourd'hui, il est possible de pouvoir générer beaucoup plus de ressources pour nos pays. Parce que aussi, dans cette coopération internationale, il faut penser aussi que la richesse peut souvent se trouver chez nous. Peut-être qu'on n'a pas allé chercher là où ça se trouve. Donc, il faut pouvoir mettre l'aide au développement, les investissements publics et privés internationaux, et aussi ajouter à cela la mobilisation de ressources internes. Donc, il faut aussi que les pays comme le Mali, et notamment dans les pays de l'AES, que nous nous organisons à nous sortir progressivement de cette logique d'assistance perpétuelle. Parce que l'aide telle qu'elle est conçue, il n'y a pas de porte de sortie. 60 ans on fait ça, bon, ça a pu aider à boucher les trous ici et là, mais globalement, on n'a pas avancé. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de dépendance, parce que si on regarde même sur le plan de l'armée, tous les appuis dont nous avons bénéficié pour l'armée au niveau du Mali, c'était des appuis qui créent la dépendance, qui ne nous ont jamais mis dans une position de pouvoir créer les capacités
d'assumer notre défense. Vous prenez dans le cadre du développement, c'est la même chose. Souvent, on est sous perfusion. Mais tu ne vas pas guérir. Donc, il faut qu'on sorte un peu de cette logique de cela. Et aussi, il faut le reconnaître. Beaucoup d'aide au développement, aujourd'hui, il est donné avec beaucoup de condescendance. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que je disais au début. Celui qui vient aider souvent a même plus besoin de cette aide que nous, dans la façon dont cette aide est dépensée. Or, ce dont on a besoin, c'est de partenariat, parce que c'est lui qui vient aider. Mais dans certains cas, cette aide-là crée plus d'emplois chez eux que chez nous. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde. Est-ce qu'on peut travailler dans la sincérité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous avons? Comment on peut travailler ensemble pour que toi qui viens, tu gagnes et je gagne? Parce que même dans l'aide, tout le monde gagne. Hein? Ce n'est pas dire qu'il y a un récipiendaire au bout. Donc, ce n'est pas une aide qui est donnée juste par altruisme. Ne pensez pas que des contribuables d'autres pays étrangers sont juste des philanthropes qui viennent vous aider. Il y a certainement de la philanthropie dedans. Mais aussi, cette aide souvent vient avec une contrepartie souvent politique. Je pense que la Suède qui nous a quittés récemment est un des exemples vivants d'un pays qui dit que moi j'arrête votre aide parce que vous avez coupé vos relations avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a jamais été partie de notre engagement avec la Suède. Et même la façon de le faire. Je pense que quel que soit le montant du chèque, il faut d'abord respecter la dignité des gens. Il ne faut pas penser que parce qu'on donne un chèque, qu'on peut vraiment dicter ce qu'on veut. Donc, il y a toujours une contrepartie. L'autre contrepartie, c'est même nos votes aux Nations Unies. On vous donne pas parce que tu as voté à gauche, tu as voté à droite. C'est pas gratuit. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont instrumentalisés quand vous ne faites pas ce que les autres font. Donc, je pense que cette aide-là, elle n'est pas neutre, elle n'est pas gratuite. Mais, si elle est faite sur nos termes, sur la base de nos priorités, ça peut contribuer. Donc, ne pensez pas que je suis en train de dire que c'est inutile, mais il faut que nous-mêmes, on soit réalistes par rapport à ces questions. Qu'on regarde que ceux qui viennent, ce sont des partenaires. Et qu'on regarde un partenariat, c'est un ensemble. Voilà, ce n'est pas juste la partie aide qui est importante, sinon qu'il y a la contrepartie. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut un partenariat clair, il faut des intérêts mutuels, il faut une définition de ces intérêts mutuels et que ces intérêts mutuels soient acceptés de part et d'autre. Donc, mais avec ces positions, souvent certains pensent qu'on a des positions radicales, etc., qu'on veut s'isoler. Ce n'est pas ça, c'est une question d'objectif. Parce que quand on a un objectif, on s'y tient, on paye le prix qu'il faut pour pouvoir y arriver, mais je pense qu'il faut que nos partenaires aussi puissent changer pour qu'on puisse cheminer ensemble. J'ai indiqué également qu'il était important que ces mentalités changent également, parce que quand on regarde, beaucoup de nos anciens partenaires traditionnels qui travaillent avec nous considéraient nos pays aussi, le Sahel ou d'autres pays, comme leur précaré. J'allais même dire que certains pensent qu'on est leur propriété ou qu'on est un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Il va falloir qu'on se regarde, qu'on s'engage dans des partenariats d'égal à égal pour pouvoir se parler et définir ensemble un intérêt mutuel et aller vers une relation équilibrée. Parce que ça aussi, vous qui êtes dans la réflexion, vous devez pouvoir nous aider ces partenaires à comprendre que les choses ont changé. Les gouvernants ont changé. Les gouvernements ont changé. Les populations africaines ont changé. Donc, s'ils veulent travailler aujourd'hui avec ces populations, il faut qu'ils comprennent qu'il faut faire les choses différemment. Donc, autrefois, venir prendre, payer, partir n'est plus une option viable pour eux. Mais aussi, un des points que nous devons intégrer, c'est que cette coopération internationale ou ce partenariat gagnant-gagnant doit s'inscrire dans une approche de transformation structurelle de nos économies. Parce que depuis la colonisation, tout ce qu'on a fait, c'est d'exporter nos matières premières et d'importer des produits industriels.
Et pour que nous puissions créer la valeur ajoutée, créer de l'emploi pour nos jeunes, développer nos économies, les transformer, mais il faut que dans tous les secteurs, y compris le secteur minier et agricole, qu'on puisse transformer. C'est cette transformation qui crée la valeur. Donc on ne peut pas s'inscrire dans un modèle néocolonial de perpétuation, juste d'être dans une fonction de producteur de matières premières sans pouvoir. Et souvent quand on veut discuter ces conditions, c'est ce qui crée des problèmes. On renverse même le gouvernement parce qu'ils veulent remettre en cause ce statu quo colonial. Donc il est important maintenant de venir certainement à mon dernier point, qui est aussi pour pouvoir faire l'ensemble de ces changements aussi de l'aide internationale, parce que l'aide internationale elle-même n'est qu'un instrument. Il faut maintenant aller au 5e point de ma présentation, qui est la réforme de la gouvernance mondiale. Parce que cette aide, elle est donnée dans le cadre d'une gouvernance politique, économique et commerciale mondiale qui définit les objectifs et les règles du jeu. Or, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la crise des différents mécanismes de la gouvernance mondiale. J'allais même dire une crise de la gouvernance mondiale. Ça veut dire que les institutions, les structures que nous avons ne sont pas souvent représentatifs ou ne disposent pas d'un leadership capable de dessiner des solutions, ou ne disposent pas aussi, ou ne font pas la place, parce que nous sommes dans un monde encore post-1945, Seconde Guerre mondiale. Et de 1945 à aujourd'hui, le monde a fondamentalement changé parce qu'il y a de nouvelles forces qui sont apparues. Il y a de nouveaux pays, il y a des puissances économiques qui sont apparues sur la scène internationale, des puissances démographiques qui ne sont pas intégrées dans cette gouvernance. Si vous prenez ne serait-ce qu'aux Nations Unies, le Conseil de sécurité aujourd'hui ne reflète pas cette réalité, et les Nations Unies, dans la plupart des cas, sont incapables d'apporter des solutions, y compris ici au Mali, à cause des déficits de gouvernance au niveau mondial. Donc il faut pouvoir revoir ces institutions. Et donc le fonctionnement aujourd'hui, la politisation et l'instrumentalisation de ces institutions internationales sont des causes de manque d'efficacité et même de pertinence de leur intervention au niveau du Sahel. Je prends en particulier le cas aujourd'hui de la Banque mondiale, du FMI, qui ont été créés pour des objectifs simples, mais qui ne sont pas des objectifs qui vont dans le sens des intérêts et des aspirations de nos populations, mais qui visent plutôt à imposer et à perpétuer une domination de certaines puissances économiques et commerciales mondiales, et qui, en définitive, aujourd'hui deviennent même des entraves ou même des obstacles à notre aspiration au développement. Donc il est plus qu'urgent, de notre point de vue, de procéder, au-delà des discours, à une refonte complète de ce système de gouvernance mondiale pour que nous puissions regarder de quoi le monde a besoin pour avancer. Parce que ce qui est là aujourd'hui fait l'affaire d'une minorité, mais ne fait pas l'affaire de la grande majorité qui existe dans le monde. Donc il faut revoir ces différents mécanismes. Il faut que ces mécanismes répondent aussi aux aspirations, par exemple, de l'AES. Aujourd'hui, le cadre que nous avons créé n'est pas toujours bien perçu par ces différents mécanismes, parce que ces mécanismes souvent ne sont pas là pour aider, parce qu'ils pensent que, et ils connaissent nos priorités à notre place. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, un des éléments de la gouvernance mondiale, vous avez suivi qu'en Russie se tient le sommet des BRICS, les BRICS qui constituent aussi une alternative, il faut l'avouer, une alternative face à la défaillance de cette gouvernance mondiale, où, à défaut de pouvoir prendre en compte ces nouvelles réalités, des gens se mettent ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer une dynamique politique multilatérale, pour pouvoir créer aussi un cadre économique multilatéral, pour travailler même, faire des échanges souvent dans nos monnaies locales. Parce que certaines puissances utilisent leur monnaie comme une arme. Et qu'en définitive, nos pays vont se demander est-ce qu'il ne faut pas chercher de solutions. Donc il y a les BRICS, il y aura aussi d'autres changements. Et à côté des BRICS, je pense que des structures comme l'AES aussi, dans notre espace, sont aussi une réponse peut-être à la défaillance du régionalisme que nous avons connu dans notre région, où nous ne sommes plus assis à contempler, à regarder les réalités, mais nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir répondre à cela. En résumé, le Sahel est une région stratégique
géopolitiquement parlant, mais aussi c'est une région qui est pleine d'opportunités et que ces opportunités doivent être exploitées pour répondre à nos défis. Et reconnaître que le Sahel, rien ne pourra se faire en Afrique sans le Sahel. Je vous l'ai indiqué, 4 des 5 régions africaines sont dans cet espace. En plus, le Sahel, en tout cas nous au niveau de l'AES, nous n'entendons plus subir. Nous voulons être des acteurs dans la définition du destin de nos populations et de nous-mêmes, et être aussi, le Sahel doit être aussi un des pionniers par rapport à l'émancipation du continent et le panafricanisme. Donc il y a beaucoup de bouleversements aujourd'hui qui sont intervenus dans notre région, et des bouleversements souvent induits par les populations dans l'espace du Sahel, mais aussi en Afrique de façon générale. Il faut pouvoir les intégrer dans votre analyse. Je pense que ce n'est pas seulement une création des médias, mais c'est une réalité, et ces populations aspirent aussi à un changement de paradigme. Je pense que nous devons pouvoir les intégrer. C'est vrai que nous sommes tous venus aussi à ce séminaire avec certainement nos certitudes, avec nos convictions qui sont souvent ancrées sur la base de recherches académiques, ou souvent aussi de réalités de terrain, comme certains de nous qui sommes des décideurs. Mais j'aimerais pouvoir vous laisser avec quelques interrogations, vous qui êtes des chercheurs, des opérationnels, des stratèges militaires. Je voudrais vous laisser avec 10 questions à répondre. J'espère que ce n'est pas plus que les TDR de votre conférence. La première, c'est que dans un contexte de guerre informationnelle aujourd'hui, quel degré de confiance devrions-nous ou pourrions-nous avoir désormais dans les organes de presse, dans nos gouvernements, dans toute entité qui prend une décision ou qui produit une information? Je pense que ça, c'est une dimension que je voudrais que vous creusiez un peu. Deuxième question, comment comprendre la difficulté que les pays du Sahel ont pour d'abord se faire entendre, se faire comprendre, faire en sorte que leurs aspirations, comprendre que leurs aspirations ne sont dirigées contre personne, mais c'est plutôt pour la recherche du bien-être de nos populations, pour la recherche de notre dignité. Quelle peut être votre contribution à cet égard? Troisième élément. La patience, dit-on, est comme le fer. Elle résiste longtemps à la chaleur, à la pression, mais à une température, elle fond. Quelle température faudra-t-il atteindre pour que la résilience des populations fonde et que les agressions extérieures ne deviennent radicalement intolérables? Quatrième interrogation. Le cours de l'histoire est en marche et les évolutions sont inéluctables. Nous avons des responsabilités collectives, mais aussi partagées. Pour notre part, en qualité de gouvernants, il nous revient de mettre les intérêts de notre pays et de nos pays et les besoins de nos populations au centre de notre action. Dans ce contexte, quel rôle les intellectuels jouent-ils ou joueront-ils dans ce réaménagement des équilibres géopolitiques? 5. La neutralité est-elle encore possible? Est-elle pertinente? Être neutre, n'est-ce pas déjà prendre position? Sixième interrogation. Quel rôle les think tanks, les structures d'influence, comme l'école de maintien de la paix, comptent-ils prendre pour la remise en cause des doubles standards, j'allais même dire d'une certaine hypocrisie internationale? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme le disait le penseur Blaise Pascal. Pour le paraphraser dans notre espace, je dirais légitimité en dehors de l'AES, jointe dedans, point d'interrogation. 7. L'appel pressant des populations du Sahel pour les relations fondées sur le respect mutuel, sur leur dignité, leurs différences, est-il correctement et suffisamment relayé? Avons-nous manqué collectivement à notre devoir de relayer de manière intelligente une aspiration pressante? 8. Face aux exigences de la jeunesse décomplexée, pouvons-nous continuer à garder la tête dans le sable, comme les anglophones le disaient, à faire business as usual, ou faut-il se réinventer? 9. Des partenaires objectifs ont compris la nécessité de passer d'une coopération dite assistance, entre guillemets,
à un partenariat gagnant-gagnant où les intérêts mutuels sont définis? Les partenaires traditionnels du Sahel seront-ils au rendez-vous du renouveau de cette coopération avantageuse fondée sur le respect et les avantages mutuels? 10e interrogation que je voudrais vous laisser. Quelle est la place de la coopération et de la solidarité inter- et intra-africaine dans tout ce contexte dont vous parlez en termes de coopération? Parce que quand nous regardons aujourd'hui, nous nous rendons compte que quand il y a des problèmes qui se passent en Afrique, les autres Africains sont plus spectateurs qu'acteurs. Quand le Mali saigne, d'autres regardent ailleurs et on attend qu'une puissance extra-africaine vienne nous aider. Pourtant, l'Afrique qui travaille avec des puissances extérieures qui ont la taille du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, est-ce que le secours ne peut pas aussi venir de l'Afrique? Est-ce que les Africains comprennent la possibilité ou la capacité qu'eux-mêmes ils ont de pouvoir aider d'autres Africains à sortir de la situation? Ça, c'est la dernière question que je voulais vous laisser, en vous demandant encore une fois de sortir des sentiers battus, d'être le plus provocateur possible, de sortir du confort intellectuel ou des schémas qui nous ont été définis pour faire en sorte que cette école de maintien de la paix soit le point de départ du regard nouveau que nous jetons sur nous-mêmes, sur nos pays, mais aussi de pouvoir nous aider à trouver cette solution qui est à nos pieds que nous allons chercher outre-mer. Je pense que c'est en cela que des institutions comme celle-ci peuvent être utiles. C'est en cela que même d'autres institutions similaires qui existent dans d'autres pays viendront pour pouvoir travailler avec l'école de maintien de la paix, parce qu'ils pensent que vous pouvez aussi aider à trouver cette solution, mais cette solution basée sur la sagesse locale. Donc je voudrais pouvoir m'en arrêter là. Je sais que j'ai été extrêmement long. Quand on donne la parole à un diplomate, souvent c'est difficile de trouver un point final. Je pense l'avoir trouvé et je vous remercie.